comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Il y a juste que tu saches qu'il y aura un peu de délai dans la conversation, puis que ça fait bizarre que je te dise bonjour après qu'on vient de se voir avant pour préparer l'interview. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment correct. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien. Bon, mais C'est comme un lundi. Merci d'être ici avec nous, Céline Raguette. Ça, c'est la deuxième saison de Agility Enablers, en série où on parle des gens, des leaders et des gens qui sont sur le terrain pour aider des leaders comme toi, Céline. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation puis d'être ici parmi nous. Merci. Ben, en fait, merci à toi. Parce Ah, que, mais voilà. écoute, merci à nous deux. Puis Hmm. là, Céline, pour commencer, je suis très curieux parce que ces parties-là, je ne les connais pas trop et je pense que l'audience va s'amuser avec ça. Pourrais-tu nous raconter un peu ton parcours professionnel? Et je ne parle pas de voir tous les détails, où est-ce que tu as été et tout ça, mais plutôt les éléments qui ont clés, qui ont permis que tu sois où tu es en ce moment en tant qu'Agility Enabler ou Agile People Coach. C'est un peu ça? Euh, ouais, je suis pas très attachée au titre, mais oui, si tu veux, on pourrait l'appeler comme ça. Voilà. Est-ce que Euh, tu nous fais naviguer à travers ça, s'il te plaît? oui, juste une toute petite seconde. Je défais mon assistant de priorité. Ça m'a fait du son. Je m'excuse. Je me reconnecte. Je vais être dédiée à toi. Euh, OK, mon parcours, rapidement. Euh, euh, OK, ben, je vais commencer par là. Je suis française. Je viens de France, puis ça fait 10 ans maintenant, je vis au Québec. Je suis partie pour une année, je suis jamais rentrée. J'ai mis un pied ici et le sol m'empêchait de repartir. Je me sentais trop bien. Euh, Mon parcours. Il faut que je le commence jeune, en fait, parce que moi, dans la vie, je voulais devenir comédienne. Ah Fait oui? que oui, je voulais devenir comédienne. Mes parents n'étaient pas d'accord du tout. Ils m'ont dit, va étudier un petit peu, puis quand tu auras 20 ans et que tu auras un diplôme en poche, tu feras bien ce que tu veux de ta vie. Fait que je suis partie un peu étudier et parce que les études, c'est confortable, j'ai continué. Et tranquillement, pas vite, j'ai laissé cette passion-là de côté. Alors, j'ai étudié, j'ai fini par me ramasser en gestion d'entreprise. Et je dis ramasser parce que c'était pas du tout intuitif quand on veut devenir comédien. Mais j'ai fini par faire de la gestion d'entreprise et je me suis spécialisée en ressources humaines parce qu'il y avait ce besoin de lien et de connexion aux gens que je retrouvais pas dans les autres disciplines de la gestion. Oh, wow. Et j'ai commencé à faire ça. J'ai travaillé 5-6 ans. Je ne vais pas te mentir, le contexte social en France est très compliqué. Et faire de la gestion des ressources humaines en France, dans le contexte où j'en faisais quand j'avais 22-23 ans, c'était vraiment difficile. Beaucoup de licenciements, beaucoup de départs, beaucoup de restructuration. C'était dur. OK. Fait que je suis partie faire du recrutement parce que je me sentais utile. Il y avait une vraie valeur à faire ça. Il y avait quelque chose de très positif. Aider des gens à trouver du travail, c'était vraiment très pour moi nourrissant. Fait que j'ai fait ça quelques années. Et je suis venue ici. OK. Et ici, j'ai commencé à travailler comme recruteur aussi dans une firme de services conseil en TI. Je suis passée dans tous les secteurs d'activité. J'ai fait de la banque, de l'aéronautique, de l'industrie, du service. Ici, je suis arrivée en TI, donc j'ai découvert ce milieu-là. J'ai découvert au passage un petit peu l'agilité. J'ai commencé à parler à quelques personnes qui faisaient ça, parce que pour moi, c'est arrivé champ gauche. Sauf que le théâtre est revenu dans ma vie. Le besoin de connexion, le besoin de gens, le besoin de créer du lien, le besoin de faire du sens, euh, le besoin de remettre de l'harmonie un petit peu dans cette vie-là avec le constat que nos organisations ne fonctionnent pas, moi, en tant que ressources humaines, je ne me retrouvais plus là-dedans. Je ne comprenais pas qu'est-ce que je pouvais faire pour aider. J'avais l'impression de gérer des affaires, mais pas des gens. J'avais l'impression d'être complètement déconnectée de la valeur profonde de ce que je voulais faire. Fait que j'ai arrêté ça.
J'ai arrêté ça, j'ai pris du temps pour moi et je me suis reconnectée à ce qui était vraiment important. J'ai fait un bébé, j'ai commencé par là, je suis devenue maman. Je me suis arrêtée et je suis allée chercher plus vers moi. J'ai entamé une démarche de développement personnel importante pour comprendre qui j'étais puis qu'est-ce qui me nourrissait vraiment. Parce que professionnellement, ça ne marchait plus puis j'arrivais pas à me repositionner. Et tout ça, ça m'a amené dans les 2 dernières années à quitter les ressources humaines un petit peu, en tout cas de façon temporaire, à aller chercher une formation de coaching pour devenir coach professionnel et repenser à un design de travail qui est beaucoup plus orienté autour du soutien, de l'accompagnement euh, des personnes. Et on est arrivé là aujourd'hui. Là où ça m'a amené tout ce travail-là, c'est que finalement, je me suis éloignée des gens de ressources humaines pour mieux m'en rapprocher. C'est-à-dire que maintenant que je comprends mieux qu'est-ce qui ne fonctionnait pas pour moi dans ce métier-là, ben maintenant, ça me permet de mieux comprendre comment je peux les aider. L'agilité est arrivée dans ma vie un petit peu champ gauche. Et quand j'ai commencé à discuter avec des agilistes, ben, j'ai mis plein de mots finalement sur mes bobos. De HR et on a fait un constat réciproque qui était les agilistes me disaient mais nous on n'arrive pas à sortir des TI alors qu'on a un vrai besoin de conscience d'organisation et je dis ben moi en tant que RH je comprends rien de ce que vous faites et on gagnerait vraiment à mieux comprendre ce que vous faites pour mieux être capable de vous soutenir, fait que comment on s'entraide et transparence est née comme ça, comment on amène l'agilité aux ressources humaines, comment on crée, en fait, comment on permet aux gens de ressources humaines de soutenir leur organisation dans des transitions agiles et qu'est-ce que l'agilité peut faire pour les ressources humaines parce que ça passe aussi par là. Et c'est ça maintenant qu'on fait chez Transparence. On essaye d'accompagner les gens de ressources humaines et individuellement et en équipe dans ce voyage-là en agilité. Wow! C'était pas rapide tout mon affaire. Mais écoute, tu as résumé dans une très petite courte période de temps toute ta carrière. Puis juste, tu sais, à la fin, je vais te revenir là-dessus pour la partie que tu m'as dit auparavant, l'interview. Je vais laisser ça pour la fin, pour valider à quel point on va en parler de toi. Donc, OK. merci, merci Céline pour ce beau parcours. J'ai des questions là-dessus. Tu sais, comédienne et Ouais. gestion d'entreprise. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans et comment ça se ressemble selon toi? Comment tu fais le... Est-ce qu'il y en a un point? Entre la gestion d'entreprise et Et la comédie? oui, ça, puis en fait, la Céline qui est en bébé, qui est en famille, qui a migré au Canada, qui a fait un parcours de coaching pour se rencontrer et là, qui aide les entreprises chez Transparence, versus la jeune Céline qui voulait faire la comédie. Est-ce qu'il y en a des, est-ce que ça s'est joint? Est-ce que ça s'est déjoint? Où est-ce que tu es avec ça? Ah, ça s'est rejoint. En fait, ça a quitté ma vie. Le théâtre a quitté ma vie pendant quelques temps pour tout un tas de raisons, de circonstances. Et c'est revenu à un moment donné où j'en avais profondément besoin et c'était pas conscient. J'ai fait un burn-out il y a 3 ans. Alors que j'étais à l'époque dans un rôle qui faisait en sorte que c'était mon travail de faire en sorte que ça n'arrive pas aux autres. Ça, c'est très drôle. Et le théâtre a été ma thérapie. Euh, Il n'y a pas de différence, justement. Je crois que le théâtre a ramené dans ma vie l'essence même de qui je suis. C'est-à-dire que, et c'est la raison probablement pour laquelle je voulais faire du théâtre, c'est dans le théâtre, il y a quelque chose de très vrai. On pourrait penser que dans la comédie, il y a quelque chose de très faux, alors qu'en fait, il y a quelque chose de très vrai. C'est impossible de se présenter sur une scène de théâtre sans être complètement authentique, même si on est caché derrière des personnages. Donc, il y a un besoin de connexion à soi très, très fort quand on arrive sur une scène de théâtre. Et il y a un besoin de présence aussi qui est très, très fort pour être capable de se connecter à l'énergie, à la salle, aux personnes.
Et selon moi, c'est la caractéristique principale qui manque à nos organisations aujourd'hui, dans le sens que euh, se priver de ça, se priver de cet accès à soi et se priver du coup de soi dans l'entreprise comme on le fait, on pourra peut-être en reparler, ça gâche tellement du potentiel des personnes, puis de la puissance des personnes comme individus, mais comme équipe, pour propulser des organisations, pour gagner en efficacité, pour offrir de l'innovation qui est complètement dingue. Et donc, du coup, moi, le théâtre m'a ramené à ça, à me rappeler que la jeune Céline, la jeune Céline professionnelle, elle avait un grand besoin de performance et elle avait un grand besoin de prouver qui elle était, mais elle s'est perdue là-dedans. Et en me ramenant à plus d'essentiel de qui je suis, ben, je me sens beaucoup plus alignée et donc beaucoup plus à ma place dans qu'est-ce que je peux offrir aujourd'hui. Donc, quand je me présente chez des personnes ou dans des organisations, ben, je me sens plus capable, en tout cas, que ce que je faisais avant. Je ne sais pas si ça fait du sens. Oui, ça fait de sens. Ben, pour moi. Puis donc, c'est juste moi qui est là. Donc, oui, pour moi, ça fait de sens. Et, Puis il y a du. ouais. OK, pardon, puis je m'excuse, je vais juste ajouter ça. Il y a dans le théâtre aussi quelque chose d'essentiel qui est le plaisir. Le plaisir de jouer, mais le plaisir d'être présent, le plaisir de partager, le plaisir, la joie en fait, se connecter à ce qu'on vit à ce moment-là et apprécier vraiment ce qu'on vit à ce moment-là. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui du coup a repris de plus en plus de place dans ma vie et au travail aussi. Et ça, je sais pas, c'est cool. C'est vraiment cool. Fait que finalement, je vais faire une interprétation que tu m'aides ici. OK? Oui, Euh, les parcours que tu as fait en entreprise et t'as ramené à l'essentiel. ouais, Le théâtre, clairement. la joie de vivre Ouais, et être authentique. Puis ouais, être dans son place ou dans son posture où tu peux aider parce que tu l'as vécu, toi. ouais. Hmm. Puis, euh, des- Oui, intéressant, merci. hein? Waouh, oui, c'est exactement ça. OK, fait que tout est connecté, puis comment tu amènes ça? Tu sais, on le dit, être authentique, avoir du fun, avoir du plaisir en entreprise. Quels sont les signaux que tu vois qui font, qui te font dire, ah, mais ici, on n'est pas là-dedans. On n'est pas dans cette mindset-là. On ne favorise pas ça. Hmm. Qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as observé qui te permettrait maintenant Et de... c'est ouais, puis c'est pas tant que c'est pas favorisé. Parfois, oui, hein, parfois de façon très consciente, effectivement, il y a des organisations qui ont fait le choix de la productivité, et donc ça se fait au détriment, effectivement, d'être soi, parce qu'effectivement, il y a un peu dans l'inconscient mais si tu as du fun, t'es pas sérieux, tu sais. Hmm. Complètement aberrant, mais on peut le trouver. Mais c'est pas que ça. Il y a une grande part d'inconscient aussi là-dedans. C'est pas. Je crois pas que les organisations soient malveillantes, hein. Au contraire, il y a quand même des bonnes intentions. C'est juste que Mhm. plus tu fais grandir le nombre de personnes, plus une organisation grandit, euh, plus elle amène de la diversité, puis des visions différentes, puis des façons de travailler différentes, etc. Et tout ça, ça crée beaucoup, beaucoup de complexité. Euh, Fait que des fois, c'est quand même assez inconscient. Maintenant, c'est quoi les signes de ça, c'est perdu? Il y a plein de façons de répondre. À un niveau RH, il y a plein de beaux indicateurs Et très. comment tu vois ça? Et comment tu vois ça au niveau RH? La difficulté à recruter, les temps. Alors, Hmm. si tu veux rentrer dans des choses très techniques, là, Non, non, tu sais, le temps que tu juste, passes, le temps que tu, le temps.
Juste curiosité, c'est pas mon terrain de jeu, là, fait que je le connais pas. Non, mais c'est important de les nommer. Il y a des indicateurs effectivement aujourd'hui qui permettent de voir que ça ne fonctionne pas aujourd'hui, qu'il y a, il y a de la difficulté dans les organisations à trouver de l'authenticité, à trouver du soi et du coup à faire de la place aux personnes. En termes RH, on peut aller sur le terrain du recrutement. Le temps qu'on passe à combler des postes. Au-delà du fait de la pénurie de talent, là, en TI, on en entend Oui, c'est beaucoup ça. parler, mais il y a plein d'entreprises qui n'ont pas de pénurie de talent et bizarrement, tu n'en entends pas parler de ces entreprises-là. Fait que c'est pas toujours qu'un problème de pénurie de talent. Se cacher derrière l'argument de on est en pénurie, c'est de la poudre aux yeux, selon moi. Il y a Ça du jugement, pourrait être mais c'est enseignant. vrai. Mhm. Donc, le temps qu'on met à pourvoir des postes, ça parle de l'interne, de comment on recrute à l'interne, et ça parle de l'externe sur comment on se positionne. Ça Comment parle on de a la fait? marque employeur, ça parle de l'attractivité. Le taux de turnover dans les organisations, le nombre de maladies mentales qui est en croissance accélérée, juste complètement dingue quand tu as 15% de tes salariés qui sont partis en burn-out dans les 2 dernières années, puis tu t'inquiètes pas, parce qu'à un moment donné, il faut en parler. C'est Mhm. pas juste les gens ne prennent pas soin d'eux. Non, en tant qu'organisation, on a des responsabilités là-dedans. Il y a quelque chose, ça parle de l'organisation, comment elle fonctionne, et de sa culture aussi. Les conflits, les non-dits, qu'est-ce qu'il Les y a d'autre? conflits, mais ça, pour les conflits, c'est un peu difficile d'avoir des indicateurs, à moins qu'ils soient sur le terrain. Comment vous voyez ça au niveau des ressources humaines? Comment on les mesure? Mettons, comment on les Comment mesure? Parce que, tu sais, les autres, mais je te dis ça juste pas pour accrocher sur ça, mais ça m'intéresse, ça m'interpelle le sujet parce que si c'est vous, à niveau des ressources humaines, je te dirais que, tu sais, le niveau d'accès des ressources humaines pour voir puis agir, je l'ai pas, vous, nécessairement, tu sais, comme très actif. Donc, ça m'interpelle de savoir si vous les voyez au niveau des ressources humaines. je ne sais pas si c'est un rôle des ressources humaines, mais ça pourrait. Et moi, personnellement, je crois profondément qu'il y a des ressources humaines partout où il y a des gens. Fait que pour moi, les ressources humaines, ça ne devrait pas être un département. Mais on va peut-être pas aller là aujourd'hui, c'est pas, La c'est pas discussion, l'objectif. mais va venir, ça va venir, puis j'aimerais voir la vision de Céline tu sais, pour l'avenir des ressources humaines à un moment donné, on verra si on se rend là. On verra si on se rend. Mais sur les conflits, oui, il y a des belles questions à se poser sur le taux de roulement dans les équipes, comment elles se OK. font, comment elles se défont, combien de personnes passent, combien de personnes, par exemple, dans une équipe donnée avec une équipe de gestion donnée, combien il y a de personnes qui passent dans cette équipe-là au fil du temps, dans 3, 6, 8, 1 an. C'est intéressant d'observer sur des dizaines d'années. Et là, je veux absolument pas pointer la gestion parce que Non, c'est là ça, aussi, mais on parle un c'est peu. vraiment pas l'idée, mais c'est hyper intéressant de se demander effectivement à des niveaux de responsabilité différents comment se comportent les équipes d'une équipe à l'autre avec des styles de gestion différents, par exemple, quand on observe des styles de leadership différents. On peut regarder ça, ça peut s'observer. Il faut le OK. vouloir, là, mais ça peut s'observer. Puis dis-moi une chose, tu sais, tout ça, c'est observable. Puis là, tu sais, on revient à Céline un peu. Et l'authenticité là-dedans, c'est- c'est quoi l'enjeu avec l'authenticité? Pourquoi il faudrait avoir, quelle est la raison pour laquelle on devrait avoir plus d'authenticité au travail, selon toi? Hmm. Il est là. Tu viens me chercher sur mon terrain. Ben d'abord parce que, en fait, la réponse, elle est presque évidente. Pourquoi on n'a pas le droit d'être soi au travail? Pourquoi, à partir du moment où le matin, on ferme la porte de chez nous, Résus n'a plus le droit d'être Résus? Pourquoi Résus n'a plus le droit d'être un père, n'a plus le droit d'être un mari, n'a plus le droit d'être un joueur de je sais pas quoi ou un gamer ou whatever ce que tu fais dans ta vie et ce que tu aimes? Pourquoi tu ne peux pas amener ça à ton travail? Ça fait partie intégrante de toi. Mais pour une raison complètement dingue, quand on arrive le lundi au bureau, on n'a pas le droit d'être fatigué, on n'a pas le droit d'avoir des problèmes de famille, on n'a pas le droit d'avoir eu un souper la veille, on n'a pas le droit d'être. Donc, la première niveau de réponse, c'est en fait, pourquoi pas? Pourquoi Ça, pas? c'est le premier niveau. Et, pourquoi Pourquoi pas? pas? Le deuxième, parce que ça, c'est intéressant, c'est l'authenticité et être soi, Mhm. c'est pas facile.
Être soi, ça veut dire d'accepter de prendre le risque de ne pas penser, dire ou être comme les autres. Et donc ça veut dire possiblement s'exposer au risque d'être considéré comme ignorant, intrusif, négatif, incompétent, etc. D'être Et jugé. c'est difficile d'être soi, d'être jugé. C'est s'exposer au risque d'être jugé. Ça, c'est difficile. Mais ça, et là, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a des études qui documentent ça très bien. C'est cette capacité-là qui génère la plus grande efficacité et la plus grande capacité d'innovation Hmm. en équipe. Oui. Et ça contribue, la capacité à être soi contribue à créer des espaces qu'on appelle des espaces de sécurité psychologique. Mhm. Et ça, c'est un prérequis à créer d'autres éléments comme la confiance, le respect. Ben, le respect est un élément de la sécurité psychologique, mais tout ça sont des éléments en fait qui créent des équipes de travail soudées et Mhm. qui permettent la... Et puis là, je fais des gros raccourcis, là, mais si on prenait le modèle de Oui, oui, l'ANCD, c'est ça ça. mène à des modèles d'engagement total et de responsabilité totale envers l'objectif commun. Euh, il y a des personnes, il y a des personnes comme Emily Edmondson qui ont travaillé beaucoup là-dessus, sur le concept de sécurité psychologique. C'est intéressant parce que ces recherches datent des années 80, fin des années 99, fin des années 90. Euh, et c'est intéressant parce qu'il y a une petite entreprise, petite, hein, qui s'appelle Google, dans les années 2000, parce qu'ils faisaient déjà de la data à l'époque. En fait, c'est leur cœur de métier. Ils ont parti un projet qui s'appelait un projet Aristote, et le projet Aristote visait justement à essayer d'étudier les équipes de travail de chez Google, et ils essayaient de comprendre qu'est-ce qui faisait que certaines équipes étaient performantes et d'autres pas. Hmm. Oui, c'est Et ça. ça tombe bien parce que Google fait de la data, fait que l'étude a duré plus de 5 ans, le recueil de données plus de 3 ans. Et c'est hyper intéressant ce qui est sorti de là. Et en fait, ce qui est sorti de là a complètement corroboré les travaux de recherche qu'avait fait Amy Edmondson en son temps, ou le premier des critères qui permet de créer des équipes performantes et la sécurité psychologique. OK, Et aide-moi dans la ici. sécurité Aide-moi ici. Donc, oui, toi et Transparence, vous travaillez pour que les gens aient plus de fun et soient plus authentiques. Et la raison de ça, c'est parce que c'est prouvé que si on investit là-dedans, on va avoir des équipes plus performantes et ben, la joie, etc., pas de doublement et tous les bénéfices qui viennent avec ça. C'est bien ça? si je pouvais demain faire en sorte que 100% de mon temps soit dédié à ça, je serais, je pense, la personne la plus heureuse du monde. Et je La vais revenir réalité, c'est pas là-dessus. tout à fait ça. La On, réalité, c'est pas tout à fait ça. on reviendra là-dedans, mais dis-moi une chose. Quelle valeur chez Céline vient euh, c'est connecté avec cet aspect que tu viens de mentionner? Quelles sont les valeurs qui te permettent, qui t'invitent à dire, OK, moi, je travaille sur ça parce que voici mes valeurs. Ah là là, bonne question. Euh, je crois profondément en l'être humain, Jesus. Je ne sais pas comment le dire autrement. Tu crois profondément à Je l'être crois humain. profondément que les gens sont la réponse, sont leur réponse. Et que donc, on a tout intérêt à investir. Et je me l'applique à moi, c'est-à-dire qu'il y a personne il y a personne qui a pu m'aider ces dernières années. Évidemment, il y a des gens qui m'ont soutenue. Évidemment, j'ai des gens absolument formidables autour de moi. Mais le travail que j'ai fait, j'ai dû le faire toute seule. Puis il n'est pas fini, là. Mon Dieu, malheureusement, malheureusement, non, heureusement. Le jour où j'ai découvert, où j'ai ouvert la porte de la réflexion personnelle, je me suis rendu compte que ça allait être pour le reste du début de ma vie, pour le début du reste de ma vie. Parce que c'est un travail continu, mais c'est l'essence de qui on est, en fait. Fait C'est qu'investir sur l'essence de l'être qui on humain, est. c'est essentiel.
On passe la moitié de notre vie, si c'est pas plus, au travail. Hmm. On peut-tu arrêter de s'emmerder à la job, là? Ouais, hein? Et tu le dis si simplement, écoute, tu sais, j'aimerais t'avoir autour de moi pour que tu l'expliques. Puis, dis-moi un truc, Céline. Tu as mentionné un burn-out, tu as fait, t'as fait un parcours assez courageux, selon moi, parce que tu as ouvert la porte à l'autoréflexion, puis le théâtre est venu t'aider là-dessus pour reconnecter, puis avancer là-dessus. Puis là, tu as fait un parcours assez profond pour voir qui tu étais, puis qui tu es dans la vie et qu'est-ce que tu vas faire. Et quels sont les défis comme personne qui fait ce que tu fais? Doit s'inventer pour pouvoir investir chez l'être humain et le rendre plus authentique et avoir plus de plaisir au travail. Hmm. Ben là, on va aller sur le terrain professionnel parce que la question, Oui, oui, c'est dans ça. la vie, dans la vie, en fait, C'est là ton expérience. Là. Je parle, qu'est-ce que tu as vu ouais, c'est ça. Là, professionnellement? je vais aller sur le terrain professionnel parce que c'est là où je te dirais que c'est un petit peu, c'est là où c'est un peu plus difficile dans le sens que, euh, ok, ta question qu'est-ce qui est difficile qu'est-ce qui est difficile dans ce parcours-là aujourd'hui pour essayer Quels sont les défis, en d'amener fait? cette Parce que, conscience-là. oui, c'est ça. Parce que je me mets dans la place de quelqu'un. Tu sais, mettons, ça peut être n'importe qui. Un gestionnaire de ressources humaines, une personne dans le staff. Là, j'arrive au travail. Et là, ce que tu mentionnes, c'est facile à dire. J'aimerais avoir de plaisir. J'aimerais être moi-même. Point. Parfait. Là, j'arrive au travail. Puis, c'est pas si évident. Et là, je me demande, qu'est-ce que tu as, selon toi, quels sont les défis que nous, que selon ton expérience, tu as observé qui minent ce cheminement pour se rendre là, pour être plus authentique, pour avoir plus de plaisir? Euh, ouais. Ce qui est difficile, c'est que comme organisation, c'est pas ça qu'on valorise aujourd'hui. Puis là, pour le coup, je me cacherai un peu. Ben, c'est pas me cacher, mais je trouve que les travaux de Laloux là-dessus sont assez. Frédéric Laloux sont assez éloquents de réalité sur la cartographie qu'il a fait des organisations. Aujourd'hui, on est dans le faire. Aujourd'hui, on est dans les résultats. Aujourd'hui, on est dans les livrables. Il n'y a pas tant d'espace. Hmm. Il n'y a pas d'espace pour être soi. Il n'y a pas d'espace pour accueillir l'humeur, pour accueillir la difficulté, pour accueillir... oui, oui, on a compris, là, tu es fatigué, mais bon, ça serait quand même bien que tu travailles bien, puis ça serait quand même bien que tu livres. Et quand on arrive... Et quand on arrive avec ce discours-là, et puis alors, moi j'en parle du coup avec les ressources humaines, je continue à penser que ce sont les bons interlocuteurs pour ça. Il y a des humains partout dans l'organisation et c'est un travail qu'on peut faire absolument à tous les niveaux. Ça, c'est très clair. Mais je crois beaucoup que ça peut aussi avoir encore plus d'impact si c'est porté et supporté par les ressources humaines pour des raisons très simples. En fait, c'est que les ressources humaines, elles ont dans leurs mains des processus qui sont hyper transverses dans l'organisation et qui ont un impact majeur. La rémunération, la gestion de la performance, la gestion des carrières, le recrutement, enfin bon, des petits processus comme ça qui n'engagent pas grand-chose à part juste tout le budget, enfin les trois quarts du budget d'une Oui, organisation, rien de juste moins. les codes d'éthique, Fait que, les mineurs, là, comme ça. fait que c'est sûr que si elles sont sensibilisées à ça et ça devient une priorité, ben c'est sûr que ça va avoir encore plus d'impact. Mais on peut le faire à tous les niveaux. Mais la vérité, c'est qu'il y a très peu de place qui est dédiée à ça parce qu'on est encore dans une économie du faire et du faire et du livrable avec une valeur monétaire au bout. Et, et là, à tous les gens qui pensent que je vis avec des petites lunettes roses, je leur dis non, non, je sais très bien que les organisations sont à but lucratif et que l'objectif, c'est de faire de l'argent. C'est juste que je suis persuadée que en fait, l'argent, c'est pas la fin. Enfin, l'argent, c'est pas la motivation. L'argent, c'est le résultat. Et donc, du coup, c'est juste où c'est qu'on place les personnes et la valeur argent dans l'équation. Donc, la difficulté, c'est ça, c'est il y a pas tellement de place. Comment tu les vois Euh, ça? Comment tu les vois qu'il n'y a pas de place? Comment tu l'observes, ça?
Combien de temps, toi, tu es coach agile, hein, Mhm. Une des Issous? choses que je fais, oui, c'est ça. Euh, combien de temps dans ta journée pour t'asseoir avec les gens dans ton équipe et, euh, et prendre le temps de savoir comment ils vont? Date, ça Et dépend. je veux pas te, Ah je non, veux mais pas te mettre l'œil je te dessus, puis réponds. je veux pas te mettre en défaut là-dessus, Non, non, mais mais c'est pas plus que 15 minutes. les gestionnaires avec lesquels tu travailles, ils ont combien de temps pour faire ce travail-là par jour? Ils n'ont pas de temps pour faire ça. Voilà. Il faut qu'ils les prennent. Mais That's it. l'entreprise n'est pas. Il n'y a pas de cadre où on dit voici, on va prendre du temps pour juste déconnecter. Et C'est aussi c'est simple que ça. ouvert. Non, c'est pas dans les politiques. Et qui c'est qui, et je te demande pas de réponse, mais et qui c'est qui prend soin des gestionnaires avec lesquels tu travailles? C'est que Où c'est quoi? qu'ils ont de l'espace, eux? Les gestionnaires avec lesquels tu travailles, combien de temps ils ont combien de temps pour leurs gens? Et eux, ils ont combien de temps pour eux? Qui c'est qui les accompagne à eux dans Oui, cet c'est ça. espace-là? Ouais. Pour l'instant, c'est Puis, un peu. Oui, c'est ça, je comprends. Ça se répond puis facilement. il n'y a pas de blâme là-dedans, hein, on Non, non, s'entend. c'est ça. C'est juste un fait. Mm. On n'accorde pas le temps qu'il faut pour laisser autant aux gens arriver. Un autre exemple, arrive dans un meeting, la vie des meetings. Alors, c'était difficile avant parce on avait beaucoup de meetings, mais on avait des contraintes de salle. Mais maintenant, on n'a plus de contraintes de salle avec Zoom. Fait qu'en plus, maintenant, il y a encore plus de meetings. Fait que là, tu as 5 meetings bookés back-à-back par jour en transverse, puis là, il faut que tu vives avec. On a-tu une minute, prendre juste une minute au début d'un meeting pour juste s'arrêter, prendre une grande respiration pour juste arriver dans le meeting? Est-ce C'est qu'on fait pas dans ça les aujourd'hui? habitudes, en fait. C'est pas dans les habitudes. Non. Et tout ça, c'est des petits éléments qui, moi, OK. me font dire qu'on ne laisse pas de temps pour ça. Mm. Après, on n'est pas, c'est pas, là, je suis en train de mettre de l'emphase sur du être, mais je suis très consciente qu'il faut du faire aussi. L'un va avec l'autre. C'est juste qu'aujourd'hui, la proportion est extrêmement déséquilibrée entre Mm. accueillir l'être et le faire, et le outcome. Sauf que le faire passe par le être. On ne peut pas être l'un sans l'autre. Mm. Et il y a beaucoup de valeur dans le être. Puis dis-moi une chose, juste pour gérer le temps, il nous resterait comme 10 minutes à peu près. Ça passe vite, hein? Oui, Puis, dis-moi une chose, comment Céline fait pour passer à travers ce défi-là? Quels sont tes trucs? il est là. Qu'est-ce que tu as utilisé pour, OK, c'est bon, balancer l'équation entre les faire et les être? Je crois, ok, je le dis plus. C'est le Je vais début. commencer par là. Je le dis plus. Je m'empêche plus de le dire, quitte à avoir l'air d'une gentille petite fille qui vit avec des belles lunettes roses. Là. Je m'interdis plus de le dire. Euh, J'essaye de mapper ces concepts-là avec des réalités de terrain. On parlait tout à l'heure d'indicateurs clés au niveau des RH, parce que accueillir l'authenticité et accueillir l'autre dans ce qu'il est, dans son potentiel, mettre en place une culture du non-jugement et une culture d'accueil, ça veut dire, ça passe nécessairement par effectivement travailler sur la notion d'ego, donc comment on considère nos gens dans les organisations, mais ça veut dire aussi comment on les recrute, comment on les choisit, quel type de personne on veut, c'est quoi le culture fit qu'on donne là-dedans, c'est quoi les comportements qui sont acceptables, c'est quoi les comportements qui ne sont pas acceptables, les comportements qui étaient acceptables il y a 10 ans le sont peut-être plus aujourd'hui, on ne va pas revenir sur MeToo, puis tous les cas de harcèlement qu'on voit et tous les cas de climat de travail toxique qu'on voit arriver, c'est quand même assez dramatique d'être obligé d'en arriver là pour s'en rendre compte. Je ne retournerai pas dans l'actualité de ces derniers mois, les gens lisent les journaux, ou en tout cas Internet maintenant. Mais fait que j'essaie de le ramener à effectivement à concrètement comment on peut, comment on peut faire une différence à travers les processus qu'on fait. Tu sais, quand on met en place une politique de rémunération extrêmement
aléatoire. C'est quoi les impacts que ça peut avoir sur les gens, sur le ressenti, sur comment ils voient ça. Toute la question de la transparence en fait partie, notamment comment on communique, est-ce qu'on communique, pourquoi. Euh, les leaders, on parle beaucoup des gestions, mais on peut en parler on parlait de comment on accompagne des leaders. Moi, sérieusement, les trois quarts du temps, j'ai mal au cœur, quoi. Je me dis, je comprends pas qu'il y a encore des gens qui veuillent être des leaders aujourd'hui ou des gestionnaires. Sérieusement, ils sont pris en étau entre des demandes qui viennent du plancher, qui sont de plus en plus fortes de la part des gens, de reconnaissance, d'accueil de qui ils sont, de volonté de faire les choses différemment. Et puis des organisations qui continuent à faire semblant qu'elles ne voient rien, ils sont pris, ce sont des courroies de distribution qui sont pris clairement en étau, et là-dessus, ils font ce qu'ils peuvent. Ils n'ont pas du tout été accompagnés là-dedans, les trois quarts du temps. La façon dont ils ont été mis dans ces rôles-là sont aussi des belles questions à se poser. Donc, c'est ça, c'est essayer de ramener ça le plus proche de la réalité, puis surtout en se disant qu'une étape à la fois, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est d'essayer. Essayer. Et que, ben ouais, c'est ça, c'est Mhm. essayer. Et, oui. Puis, je vais être bien honnête avec toi, si quand je fais un atelier ou une formation et que j'ai ne serait-ce qu'une personne qui a été inspirée par ce que je lui ai dit et que je sais elle a amené une pratique, quoi que ce soit, une initiative, mais en tout cas qu'il y a une graine qui a germé et que ça a donné lieu à une pratique un petit peu différente, moi, c'est ma paye, là. Hum. C'est ma paye, sérieusement. Puis dis-moi, Céline, l'agilité là-dedans, c'est quoi les rôles là-dessus? Quoi? Mais on fait que ça de parler d'agilité depuis tout à l'heure. Comment? On fait que ça, parler d'agilité depuis tout à l'heure. Hum. Tout ce Décris-moi dont ça. on a parlé, Tout ce qu'on a hein? parlé, c'est l'agilité. Ah oui, le Hum. premier, le Comment premier ça? principe de l'agilité, le premier grand principe de l'agilité, c'est interaction humaine avant les processus et les outils. Oh, ça fait 40 minutes qu'on parle de ça. Je- Donc oui, effectivement, Céline, on parlait de c'est vrai qu'on parle d'agilité, mais je vais résumer, voir, parce que des fois, c'est comme flou quand on parle de savoir-être et savoir-faire. Et c'est vrai que les valeurs que tu parles, ils sont là, on parle de mindset, les gens qui soient plus authentiques, qui soient plus motivés parce que on est capable d'être soi-même, et aussi que les gens puissent s'épanouir parce qu'ils font ce qu'ils aiment à faire. Tout ce que tu mentionnais comme technique, c'est quand les gens prennent une pause juste pour être soi, puis se connecter avec soi-même, et que ça devient une attitude, bien, c'est sûr que ça fait partie de ce qu'on prêche à travers l'agilité. Moi la question que j'aurais pour toi, c'est, toi, à quel moment tu as considéré ça dans ta carrière? J'aurais ces questions-là. Puis après ça, on irait voir un peu quels sont les éléments clés qui, selon toi, permettent qu'on puisse enabler toutes les pépites que tu as mentionnées lors de la rencontre à date. La question, c'est comment... la première, c'est quoi? Tu sais, la première question sur... là, je me suis perdu, hein? Tu vois, je te pose la question, puis là, c'est comme... Ouais, c'était pas clair. oui, la question que j'aurais, c'est sur l'agilité, on a parlé de ça. Comment on rend ça concrète pour que les gens disent, OK, on est en train d'enabler l'agilité. Là. Quels sont les éléments, à mis à part ce que tu as mentionné à date, que dans ta pratique, maintenant tu vas suggérer un gestionnaire quand tu l'accompagnes pour favoriser tous les comportements, toutes les habitudes que tu as mentionnées lors de notre entrevue. Est-ce que c'est plus clair? Oui. Puis je vais m'essayer sur une réponse peut-être partielle, mais au moins un début. L'agilité, concrètement, ça vise quoi? Ça vise libérer le potentiel humain pour créer des outils et des process innovants qui permettent de la flexibilité et une meilleure adaptabilité au marché et du coup une meilleure compétitivité. On n'a jamais été au plus près de ces prérogatives-là. Je trouve que la pandémie a été le plus bel
la plus belle façon de mettre ça en lumière. Je veux dire, brutalement, du jour au lendemain, il a fallu complètement revoir nos organisations de travail pour être capable de faire continuer l'économie. Ça veut dire un chamboulement complet de la façon dont on avait travaillé, dont on avait organisé nos espaces de travail. Fait que, plus que jamais, on est dans une économie mondiale de marché qui demande de l'adaptabilité, de la flexibilité dans un contexte extrêmement complexe. Complexe au sens du modèle cinéphile complexe où on peut pas régler les problèmes tout seul. On ne peut pas les comprendre et on ne peut pas les régler tout seul. L'agilité, ça a permis ça. On est-tu correct là-dessus? Oui. À peu près. Et toi, comment tu les mets en comment tu les Développer, fais pour ben que c'est ça se ça. passe? Toi, Si dans les ton gens, royaume, si les comment tu équipes aides? ressources humaines, pardon, excuse-moi. Il y a Non, un non, délai. vas-y, Si vas-y. les équipes ressources humaines sont là pour supporter leur organisation et mettre en place ce virage agile qui finalement n'est autre chose que s'adapter aux conditions dans lesquelles vivent leurs organisations aujourd'hui, ben, comment elles peuvent faire ça? C'est en mettant en place des politiques, ben, déjà en comprenant les grandes valeurs et les grands piliers, en se référant à ça et en décidant de créer des programmes qui sont cohérents par rapport à ça et en ne se trompant pas de cible, c'est-à-dire non pas en travaillant pour le profit, mais en travaillant pour les utilisateurs et à partir des utilisateurs, parce que c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on fait du profit. Et ça veut dire mettre en place des programmes des programmes RH qui vont être cohérents les uns avec les autres. Tu sais, quand on parlait de recrutement, par exemple, tout à l'heure, mettre en place un programme de recrutement qui est axé sur les utilisateurs, sur le besoin, ben ça va avoir de l'impact direct sur la façon dont on recrute, sur les processus à l'interne, et du coup sur le temps qu'on va mettre pour recruter les postes, sur l'attractivité, en mettant l'accent sur, ça va vouloir dire mettre l'accent sur des approches de onboarding qui vont être particulières et encore une fois qui vont être axées sur c'est quoi le outcome, c'est quoi la valeur qu'on veut créer là-dedans et ça va travailler sur la question de l'engagement, sur la question de la mobilisation, ça va travailler sur la question de la responsabilisation des équipes aussi à l'intérieur, sur comment en tant qu'équipe on accueille quelqu'un et on s'assure de son succès plutôt que de dire ben non c'est pas moi, c'est de la faute des RH. C'est vraiment décliner les processus, aller dans chacun des processus RH, ou en tout cas ceux qui sont encore sous le giron RH aujourd'hui, et les ramener à tous les niveaux de l'organisation en se rappelant toujours pourquoi on le fait. Et le pourquoi on le fait, c'est on veut chercher de la flexibilité, on veut aller chercher de la capacité d'adaptation et on veut chercher une compréhension de cette complexité-là en se disant que tout le monde est la meilleure personne. Toutes les personnes de l'organisation sont les meilleures personnes pour ça. Ça, Avec, oui, c'est ma vas-y. croyance à moi. Je ne C'est sais que pas si ça fait du sens, mais toutes les personnes sont les meilleures personnes pour une organisation. on les a embauchés, right? C'est quand même fou de penser qu'on a passé du temps, on a mis de l'énergie dans un processus de recrutement pour embaucher des personnes et une fois qu'elles sont là, on considère que oui, elles sont là, on les a embauchées pour leur expertise, mais finalement, il faudrait bien qu'elles continuent à faire leurs preuves, tu sais. Tu peux croire aux gens. Puis, Céline, je veux te remercier de ton énergie, de ton temps, de la belle personne et de tes réflexions, en fait, sur ton chemin, en fait, ton partage. Mais c'est toujours une merveille de témoigner les histoires que vous avez à partager et comment ça peut enrichir la vie de chacun des personnes qui sont là, l'audience. Et en tout cas, moi, ça m'enrichit beaucoup d'apprendre à quel point les théâtres et la vie se rejoignent et comment tu as réussi à reconnecter les deux, les mettre dans son boîte qui s'appelle Transparence, qui ça devient ta mission de vie. Je te remercie pour ça. Et avant de se quitter, parce que le temps passe vite, j'aimerais savoir pour les Céline de ce monde, ou les gens, les leaders qui sont là et qui se demandent ce que Céline dit, ça fait de sens. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si je dois continuer. Les ressources humaines d'aujourd'hui, c'est loin de ce que Céline décrit. Étant tenté qu'il va y avoir du fun, je ne sais pas par où commencer. Aurais-tu un mot d'encouragement pour eux? Qu'est-ce que tu les dirais pour continuer? Euh, euh, Il n'y a pas une seule façon de faire. La façon de faire, la façon de faire est celle dans laquelle vous allez croire.
faites-vous confiance, puis faites confiance à vos gens. Voilà. Faites confiance en C'est, soi c'est- et aux gens qui sont avec vous. On est toujours agréablement surpris quand on reste curieux, Hmm. La curiosité. Hein? sincèrement. Donc, Euh, avec ces belles mots, Céline, je te remercie du fond de mon corps d'avoir pris ce temps-là et d'avoir ensoleillé et fait rajeunir ma journée. Un peu gris ici à Montréal, mais quand même avec notre échange, je suis certain que je parte avec le corps rempli d'amour et d'espoir. De voir des gens comme toi qui font du changement et qui s'investissent au fond du cœur pour s'échanger et se faire évoluer, puis aussi faire évoluer l'être humain en croyant nos capacités. Et ça me donne espoir. Donc, merci beaucoup. Puis j'espère que la pandémie nous permet de nous voir rapidement et qu'on ait des vaccins et des trucs qui ne nous empêchent pas de nous voir en physique. Merci, Ressource. Sincèrement. Je ne savais pas où elle allait nous amener, cette conversation-là. Puis je savais que ça allait être un bon moment. Fait que, Bon, merci, merci Céline, puis à bientôt.